Donc Beaune Arthur, habitant de Reisfeld, vigneron à Reisfeld. Voilà, alors Beaune Bernard, vous avez bien compris, le père Arthur. Mon parcours a commencé au lycée viticole de Rouffach en alternance. J'ai commencé à faire un BEP en alternance à la maison Morer à Eichhofen. Puis un bac pro aussi en alternance et toujours à la maison Morer. Un domaine qui était en bio et en conversion biodynamie même. Puis un passage en Nouvelle-Zélande qui a duré 4 mois, durée de la vinification en fait. Dans un tout petit domaine de 17 hectares, aussi en bio. Après ça, j'ai travaillé en alternance entre le domaine ici et la maison Chapoutier pendant presque 5 ans, où je m'occupais de la partie vigne toujours en bio, et puis au domaine où je m'occupais un peu de la vigne, un peu de la cave, mes premières cuvées en 2012. Et depuis maintenant 1 an et demi à temps plein ici, et puis j'ai repris le domaine avec mon père. En fait, je suis un grand passionné de géologie et du coup, ce qui m'a vraiment plu, c'est de pouvoir vraiment travailler la vigne, mais aussi vraiment les terroirs. Et ici à Reisfeld, on a beaucoup de chance, on a un terroir qui est unique en Alsace. Donc du coup, ouais, c'était carrément intéressant. Ouais. Donc moi j'ai une trajectoire un peu plus vieille école, hein. J'essaye de retransmettre ce que m'a transmis 3 générations de vignerons, parce qu'on est quand même vigneron à Reisfeld depuis plus de 3 siècles. Donc tombé dans le vin tout petit. Après niveau études, bon, moi je me suis arrêté au BEP, et surtout appris sur le tas et de la transmission orale. Essayer d'appliquer ce qu'on a hérité de nos ancêtres et toujours peaufiner tout ça. Surtout au niveau du terroir, avec une viticulture minimaliste, sans beaucoup toucher pour que la vigne soit vraiment implantée et qu'on retrouve ça dans le vin, quoi. Faire des vins qui ont une âme. En même temps, travailler les vignes pour pouvoir faire des vins de garde, parce que ça, j'en connais sur un super grand terroir, sur le schiste, là. Donc on sait que c'est des vins qui peuvent évoluer sur 15, 20 ans ou plus. Donc tout est fait pour pouvoir l'exprimer dans la bouteille sur la longueur. Donc, comme dit, ça fait un peu plus de 3 siècles que la famille Beaune est vigneron à Reisfeld. Mon père a démarré à faire de la bouteille entre 60 et 70 parce qu'à une certaine époque, il y avait beaucoup de vrac. Et on peaufine, on a vraiment sélectionné les meilleures parcelles, les mieux exposées pour vraiment faire des grands vins de garde, quoi. On a cédé les parcelles qui ne nous intéressaient pas trop, qui n'exprimaient pas ce qu'on souhaitait. Et on a concentré sur les plus parlants, les plus expressifs, quoi. Les plus belles expositions et puis et surtout on a gardé les plus vieilles vignes aussi pour exprimer au mieux les terroirs et les vieilles parcelles, c'est ce qu'elles font de mieux quoi. Enfin, il y a plus de 50%, même 70%. Oui, on a par exemple, moi j'avais jamais planté de Riesling parce que depuis que j'ai repris avec eux le clone 59 à l'époque, du coup c'était pas le meilleur qualitatif. Du coup on a gardé tous les vieux Riesling, donc ils ont une moyenne âge de 70 à plus de 100 ans. Par contre actuellement maintenant si on replante, on fait des sélections massales dans nos propres parcelles pour reprendre ces mêmes clones historiques. Sélection massale, c'est une sélection pas forcément du matériel végétal ancien, mais en tout cas nous c'est ce qu'on essaye de faire, de sélectionner vraiment les plus vieilles, et du coup c'est une diversité de matériel végétal, donc de pieds de vigne, et du coup c'est une sorte de melting pot de la vigne, et ça permet vraiment d'avoir des vins qui sont beaucoup plus complexes et qui sont à notre goût beaucoup plus intéressants et beaucoup plus profonds. Pour le coup qui garde une âme, parce que la dictature ou le monoclone, ça fait des vins monolithiques, quoi, clairement. Il faut savoir que les anciennes sélections qu'on a, ils s'étaient déjà reproduits par nos grands-parents. Donc ils sont implantés sur cet endroit, sur ce climat, depuis peut-être un siècle. Donc ils sont vraiment implantés. Alors que vous rentrez une nouvelle sorte, on mettra le temps qu'elle s'adapte et il faut voir si elle est au bon endroit. On y arrive aussi avec le temps. Mais là, on sait que c'est bon. Quasiment 4 hectares sur le coteau du Schifferberg, un peu plus de 2 hectares sur l'Oberregel, donc c'est presque le cœur du Schifferberg, j'ai envie de dire. En traduction littéraire, Schifferberg c'est la montagne de schiste, schiste, enfin Schiffer, et puis Berg, montagne.
Et Oberhagel, c'est Ober c'est en haut et Hagel c'est coteau. En fait, on se trouve sur la dernière partie du coteau, juste avant un petit plateau au milieu du coteau du Schieferberg. Et sur la partie aussi la plus en avant, c'est une sorte d'excroissance du Schieferberg, plein sud. Comme on disait avant, on a beaucoup de parcelles qui ont plus de 50 ans et celle-ci en fait partie. Ça se voit assez facilement, pas aux pieds, parce que les pieds de Riesling ils grossissent pas beaucoup, donc on a des pieds qui sont relativement faibles, surtout qui sont souvent recépés, donc du coup on repart de la base et du coup on rajeunit le pied pour pouvoir le faire durer dans le temps. Mais par contre on le voit, la largeur des rangées, il y a une rangée sur 3 qui avait été arrachée à l'époque pour pouvoir mécaniser un minimum, parce que la rangée étroite fait à peu près 1 mètre, et là à part le cheval il n'y a pas grand chose qui passe, quoi. Du coup voilà, c'est très caractéristique, on va dire, ces rangées alternées en Alsace, c'est parce que c'est des très vieilles vignes. Ce qu'on peut rajouter au niveau du terroir, c'est qu'on a rarement des tassements de sol, voire jamais, parce qu'on a toujours un bon enherbement en place, c'est caillouteux, filtrant, mais il y a quand même de l'argile en profondeur mélangée au schiste, donc il a une super caractéristique, quoi, pour emmagasiner la chaleur la journée avec les cailloux, laisser passer l'eau quand il pleut, c'est porteur, c'est aéré, donc ouais, on aime beaucoup ce terroir. Et, il nous le rend bien aussi. Même quand ils sont mouillés, ils collent pas, quoi. Ils restent très légers, très grumeleux, parce qu'il y a une structure de petites pierres en fait qui va le rendre presque sablonneux, alors que c'est pas du sable, quoi. C'est que des petits bouts de schiste, mais ça reste très aéré, quoi. Et puis on retrouve toujours aussi ces cailloux de quartz là, blancs, qui sont des veines qui passent dans les schistes. Et ces quartz, en fait, on en voit beaucoup à la surface, mais il n'y en a pas forcément beaucoup dans le sol. C'est parce que c'est une pierre qui est beaucoup plus dure, et du coup elle va s'éroder beaucoup moins facilement. Alors que les schistes, au fil du temps, ils vont s'effriter, ils vont se casser, devenir de plus en plus petits, jusqu'à devenir même de l'argile très fine, parce que l'origine du schiste c'est exactement ça, c'est de l'argile. Alors que les quartz, ils vont vraiment se déliter très lentement et ils vont rester en surface des années et des années. Pour en revenir au quartz blanc, donc c'est de la silice. Donc la silice dans le vin, c'est quand même très important, parce que ça t'amène cette luminosité, cette droiture dans le schiste, quoi, quelque chose de vertical et de lumineux. Jamais de lourdeur, quoi. Avec les gastronomies, ça marche super bien, jamais de lourdeur dans les Riesling. Et quand ils vieillissent, ils pétrolent pas. Il y a juste une minéralisation douce qui se passe, quoi. Plus sur le côté pierre à fusil, quartz, en fait quand on tape 2 morceaux de quartz ensemble, on a ces arômes vraiment de pierre brûlée, mais pas pétrolée, quoi. Après c'est vraiment, là, c'est les schistes qui donnent cette verticalité, quoi. Même en faisant une récolte bien mûre, pas en surmaturité, parce que les macérations, je pense qu'il faut éviter la surmaturité, mais par contre on peut être bien mûr. Surtout ici, on n'a pas besoin d'hésiter, parce que comme il y a toujours cette tension, on peut récolter à pleine maturité sans problème. On peut rajouter à ça quand même qu'on a un vignoble d'altitude. Donc on est nettement plus haut que la moyenne Alsace, hein, ça va presque jusqu'à au-dessus de 400 mètres. Donc on a quand même une fraîcheur naturelle qui permet d'affiner les arômes en fin de saison. Là ça fait un peu lunaire, mais ça fait... Ça fait lunaire, mais en même temps c'est compliqué de faire pousser quelque chose dans les cailloux. À part la vigne, il n'y a pas grand chose qui pousse, mais ça fonctionne, quoi, parce que les schistes en fait ils ont, on va voir sur la coupe après, mais il a poussé, celui-là il a poussé, enfin le schiste, la montagne de schiste elle a poussé dans ce sens là, elle n'est pas à plat. Si tout le coteau était à plat comme ça, la racine aurait vraiment du mal à descendre, alors que là, elle a poussé exactement comme ça. Et la racine, elle va ouvrir le schiste et elle va descendre tranquillement. Et elle va se faufiler comme ça entre les trucs. Et là, on voit bien que c'est très humide entre, parce qu'en fait, ça garde l'eau. Et du coup, c'est des vignes qui résistent vraiment à la sécheresse. Ouais, parce que dans le mélange, il y a quand même de l'argile, quoi. Il y a quand même une partie de terre un peu... Il y a toujours un peu de terre, quoi.
Mais c'est vrai que ça gère les rendements, ils sont naturellement bas, quoi. Après l'objectif, surtout par exemple des vins nature, c'est d'avoir vraiment des vignes qui vont puiser la minéralité. Et puis je pense qu'une partie de la tenue dans le temps des vins nature, c'est cette minéralité. Plus on a de matière sèche dans les vins, plus les vins ils sont construits et puis plus leur santé est confortable, plus du coup les vins ils vont tenir dans le temps. Donc sur des vignes qui sont surexploitées, où il y a très peu de terroir et des engrais qui sont chimiques, du coup ça va être beaucoup plus difficile de faire un vin nature qui va tenir dans le temps. Et donc l'explication sur ce fameux schiste qui a poussé dans ce sens-là, voilà, c'est vraiment là, on a vraiment l'exemple. Ouais, donc du coup voilà, c'est le seul moyen pour la plante de pouvoir vraiment descendre, c'était ça, c'était que ce schiste est vraiment poussé dans la tangente, quoi, et qu'il soit friable, mais vraiment facile à descendre pour la vigne. Voilà, quoi. Il s'ouvre toujours, les racines arrivent toujours à descendre. Et puis quand on a les vignes qui ont 70 ans, les racines descendent vraiment très profond dans ces schistes, quoi. Et des veines de quartz, tiens, celle-là elle est vraiment jolie. Voilà, c'est vraiment des veines qui passent, qui traversent. Par contre là pour la vigne c'est beaucoup plus difficile de traverser. Mais elles sont souvent aussi en travers comme ça, donc ça va. Ça va. Ça c'est typiquement et de vieilles vignes, donc de sélection massale de vieilles vignes. C'est typiquement des raisins de ces vieilles vignes. Ça fait des petits raisins lâches qui mûrissent beaucoup mieux. Vaut mieux avoir 10 petits raisins ou 8 petits raisins sur un pied de vigne, sur une souche, que d'en avoir 3 gros, quoi. Ça va complexifier. Ça va être des maturités qui seront plus homogènes aussi. On a quand même beaucoup d'herbes et du coup la vigne est toujours obligée de chercher en profondeur. Du coup si on veut un peu réguler aujourd'hui peut-être cette herbe, on peut travailler les sols mais vraiment légèrement. Et après quand on est sur des coteaux comme ça très raides, il faut vraiment y aller avec parcimonie pour éviter vraiment que les sols se vident pendant ces gros orages d'été, quoi. C'est là où c'est le plus sensible. Du coup, toutes les rangées très étroites ont été fauchées 1 ou 2 fois par an depuis très longtemps, quoi, depuis une vingtaine d'années. Voilà, on essaie de se limiter un travail entre les pieds, assez primaire. Et au milieu, donc il n'y a pas de fauchage avant les vendanges. Donc on laisse monter en graines et quand l'herbe elle est bien haute. Mais alors on passe un rouleau faca. Donc ça veut dire on couche l'herbe, ça la pince et c'est ce qui a permis aussi, surtout cette année, à maintenir une humidité. Quand il y avait des grosses chaleurs, tu avais un beau tapis végétal, ça faisait comme un paillage. Comme un paillage naturel, l'herbe était couchée, donc ça maintenait quand même un peu plus d'humidité que les parcelles travaillées ou les parcelles désherbées. Ouais, et après le broyage des végétaux au milieu de l'été, écologiquement je pense que c'est pas génial, quoi. Ça doit tuer quand même une partie de la vie dans l'herbe, quoi. Du coup le simple fait de coucher, ça écrase pas vraiment parce que c'est un rouleau avec des lamelles et du coup ça pince juste l'herbe à tous les 5 cm, ça va pincer 1 mm. Ça va vraiment préserver toute cette faune et toute cette flore dans les sols. Aujourd'hui on travaille sans insecticides, donc du coup on compte pas mal sur cette faune et cette flore pour un peu réguler ça. Alors on essaye de trouver une harmonie entre le pied et le sol, quoi, avec la taille. On traite avec la fameuse bouille bordelaise et du soufre. Comme tout le monde sait que les cuivres c'est pas forcément cool, donc du coup on essaye de limiter au maximum. Pas forcément le nombre et la cadence de traitement, parce que sinon on risque de se laisser surprendre et du coup de devoir mettre des grosses doses de cuivre. Et ce qui est pas bon. Alors moi j'essaye de traiter vraiment à la bonne période, suivant la météo. C'est la base des traitements, c'est vraiment la météo. Et donc de placer ces traitements de manière très précise et très efficace, ça permet de réduire le cuivre. Aujourd'hui par exemple cette année où on a eu un printemps quand même, on a eu un été très sec mais un printemps assez difficile, on est à moins de 2 kg de cuivre hectare, donc c'est des doses qui sont considérées même encore comme acceptables en biodynamie.
La pression aussi, là c'est en rapport avec les traitements. S'il y a des endroits où il y a plus de pression, on sait qu'on est plus sensible à l'oïdium par exemple. C'est des endroits qu'on va effeuiller pour placer nos traitements mieux et pas forcément augmenter la dose à cet endroit-là, mais permettre au produit de mieux pénétrer. Voilà, après on essaye d'être assez précis quand même sur un épampage manuel et bourgeonnage pour enlever tout de suite au printemps les rejets qui sont inutiles. Ça, il y a pas mal de boulot manuel. Après, au niveau du palissage, on est assez minimaliste. Un plan qui tient bien en place et qui puisse pousser le plus librement possible.